Alexandre Pro, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Conto et puis on va en parler dans quelques instants. En tout cas, cette série de vidéos qu'on va faire pendant tout le confinement, c'est une série d'échanges qu'on va avoir à différents entrepreneurs. Où vous allez pouvoir partager votre quotidien, expliquer aussi avec ce confinement, on va dire de seconde vague, comment vous le vivez, comment ça se passe chez vous, comment ça se passe dans vos entreprises. Donc, dans un premier temps, si vous voulez bien, Alexandre, ce que je vous propose, c'est que déjà, nous présentiez Conto, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous à distance, comme on dit. Donc Conto, c'est une entreprise qu'on a créée en 2016 avec mon associé Steven Avey, qui a pour but de simplifier la vie des entrepreneurs et des TPE, PME en général. En fait, on a créé cette société parce qu'on a vécu nous-mêmes la galère que c'était de gérer notre précédente entreprise avec des banques traditionnelles. Et donc, Conto simplifie la vie des entrepreneurs et des TPE-PME en commençant par simplifier tout ce qui tourne autour du compte courant de la banque. Et donc, on propose aujourd'hui un compte courant, des éléments pour gérer les finances, les dépenses d'entreprise en équipe, faciliter la comptabilité, pas mal d'autres éléments autour de ça. On a eu une très forte croissance ces dernières années puisqu'on a déjà plus de 120 000 clients, donc 120 000 TPE, PME dans 4 pays européens, France, Allemagne, Italie, Espagne. On a une équipe de plus de 250 personnes à Paris et voilà, et encore pas mal de perspectives de croissance, j'espère, dans les mois et les années à venir, malgré le contexte qui est pas forcément évident, mais qui, pour un service 100% digital comme le nôtre, change pas grand chose. On pourra y revenir, je suppose, pendant cet échange. Alors, effectivement, vous nous avez présenté vos métriques, qui sont assez impressionnants, hein, parce qu'on va dire en 3 ans, quand on va voir cette croissance qui est fulgurante, effectivement, on va revenir aussi sur votre levée de fonds. Je crois qu'actuellement, peut-être, on peut faire un point là-dessus, justement, pour bien montrer à quel point, eh bien, vous êtes en croissance rapide. Vous recrutez encore à l'heure actuelle, je crois, une cinquantaine de collaborateurs. Oui, tout à fait. On a commencé l'année avec un peu moins de 200 personnes dans l'équipe. On est un peu plus de 250 aujourd'hui et on va probablement finir l'année à plus de 300 personnes. Et donc avec beaucoup des recrutements qui se sont faits cette année, qui se sont faits 100% à distance, et à la fois la partie recrutement, mais aussi de temps en temps l'onboarding, donc l'arrivée des nouvelles recrues dans l'équipe qui se fait à distance. On envoie les ordinateurs à domicile et puis on fait tout ça à distance. Voilà, donc on s'adapte évidemment au contexte et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, en tout cas dans ce contexte-là, on a vraiment fait preuve d'agilité et d'adaptabilité pour toujours améliorer notre service et continuer à grandir malgré le contexte. Ce que j'allais dire, paradoxalement, peut-être cette période de confinement et de reconfinement, au moment où on est en train de faire cette vidéo, elle impacte peut-être pas forcément votre produit, mais elle impacte peut-être plus l'aspect managérial. Oui, alors effectivement, le produit, il y a une continuité de service totale, hein. Donc, notre service, les applications mobiles, les applications web, sont 100% fonctionnelles. Toute la partie support client qui est extrêmement clé, dans notre produit, dans notre service, elle est complètement, intacte, j'allais dire. Elle est complètement normale. Donc on a un support client qui répond en moyenne en 15 minutes, 7 jours sur 7, en 5 langues. Et ça, c'est le cas qu'on soit au bureau ou qu'on soit en télétravail. Évidemment, ça demande pas mal d'organisation, de coordination, mais ça, c'est une qualité de service qu'on arrive à vraiment très bien maintenir. Et j'en profite pour remercier et saluer toutes les équipes qui font un super boulot au quotidien. Et effectivement, deuxième partie de votre question, c'est plus un enjeu, le confinement et le télétravail, c'est plus un enjeu managérial, mais même au sens large, d'équipe, de cohésion d'équipe, de coordination, de culture d'entreprise aussi, parce qu'avec tous les recrutements qu'on fait, ça va assez vite. Il y a des gens que j'ai quasiment jamais croisés physiquement dans l'équipe, puisque avec toutes les périodes de confinement qu'il y a eu ces derniers mois, ça a rendu les échanges et les contacts physiques par définition beaucoup plus rares. Et donc ça, c'est un challenge au quotidien. Et puis aussi, pour la partie formation, évidemment, surtout des plus jeunes collaborateurs. On a pas mal de gens qu'on embauche
pour qui c'est le premier emploi. Et donc, là, avoir un manager qui est à distance, c'est pas exactement la même chose que d'avoir un manager qui va pouvoir se mettre à côté de vous, regarder un fichier ou un truc sur lequel vous êtes en train de travailler, vous donner des conseils, peut-être dans les moments qui sont un peu plus difficiles, avoir une relation un peu plus de coach, qui est plus facile à avoir quand il n'y a pas des outils, une caméra, un ordinateur, mais qu'on est dans une salle avec potentiellement un café, ou qu'on peut aussi regarder avec un tableau blanc, faire des éléments voilà, un peu, ou gribouiller sur une feuille, etc. Tous ces éléments-là qu'on n'a pas à distance, on s'adapte. Il y a aussi plein de choses très positives avec le fait de travailler à distance. C'est notamment ce qu'on a vu ces derniers mois. On a recruté pas mal de collaborateurs qui sont 100% en remote, et donc indépendamment du confinement, indépendamment de cette pandémie de Covid, qui sont basés ailleurs qu'à Paris, donc en France, ou bien même ailleurs en hors dehors de France, en Europe. On a la contrainte d'avoir quand même des gens qui sont sur le même fuseau horaire, sinon on trouve que c'est quand même compliqué à gérer. Mais donc, on a recruté des gens, pas plus tard qu'hier, on a 2 Grecs qui ont rejoint l'équipe, qui sont basés, je ne sais plus où, mais en Grèce, peut-être à Athènes, et voilà, qui vont travailler 100% du temps de chez eux. Alors avec probablement 1, 2, 3 fois dans l'année des moments où ils vont venir sur place physiquement, quand ce sera possible évidemment. Mais voilà, donc ce contexte Covid a aussi voilà, ouvre de nouvelles opportunités. C'était déjà possible avant de travailler en 100% en télétravail, mais nous, ça nous a aussi permis de renforcer cet aspect-là, de s'assurer que tout ce qu'on fait est vraiment bien structuré et organisé par écrit, qu'on a un intranet, pour le dire très très vite, et des outils internes très bien documentés, très bien, évidemment tout ça en anglais, puisque on a des collaborateurs de plein de nationalités, et donc la langue de travail c'est l'anglais, et ça nous a aussi aidé à voilà, encore plus formaliser tout ce qu'on fait, pour que des gens puissent travailler très bien, efficacement, en ayant bien les éléments dont ils ont besoin, où qu'ils soient, chez eux ou pas chez eux, et à Paris ou pas à Paris. Et donc c'est aussi pour nous une opportunité de pouvoir nous organiser comme ça. Je vous propose, Alexandre, de repartir un peu en arrière. On se remet en 2017, moment où vous allez créer l'entreprise. Création, donc certainement début d'idée, on pense, enfin j'imagine en 2016. Déjà, à ce moment-là, pourquoi vous avez décidé de vous associer? Alors, la réponse va être très simple. En fait, l'entreprise précédente que j'ai montée, qui s'appelait Smokyo, on l'avait montée avec le même associé, Steve Hanavi, et donc on a tout simplement décidé de remonter une entreprise ensemble. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on a remonté cette entreprise ensemble, pardon, et après en France éventuellement. Mais la première raison, c'est que on a vécu une super aventure avec notre première entreprise, en passant par des bas, des hauts, à la fin, une fin plutôt heureuse, avec le rachat de l'entreprise par un grand groupe. Et donc, voilà, c'était une belle histoire. Et donc, on a fondé on va dire un duo vraiment très fort et solide, qui est passé par toutes ces étapes, et on avait envie de pouvoir retravailler ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait la même vision sur euh, la frustration qu'on avait vécue dans notre première aventure, sur tout ce qui tournait autour de la banque, la finance, la comptabilité, et on se disait qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dessus. Et puis la troisième chose, de manière j'allais dire simple, c'est que on a vraiment vu que c'était très, très utile et très important, en tout cas moi je le conseille vraiment, de monter une boîte avec un associé, et que là il y avait aussi le fait que on était disponibles l'un et l'autre en même temps, et donc il n'y avait surtout pas à se poser de questions voilà, on était très contents de bosser ensemble, et donc on est repartis tous les deux sur cette nouvelle aventure. Et encore une fois, cette aventure Conto, elle est vraiment partie de la frustration, du besoin qu'on a senti, nous, d'avoir un meilleur service que ce que feraient les banques traditionnelles. Ce qui nous frustrait beaucoup, pour le dire très vite, c'est des outils vraiment vieillots, que ce soit les interfaces en ligne, ou les applications mobiles, qui d'ailleurs n'existaient pas forcément pour les professionnels ou pour les TPE-PME à l'époque. Le deuxième élément, c'est
tout ce qui est support client et conseiller bancaire, où en fait, on avait beaucoup de mal à joindre notre conseillère bancaire, à avoir des réponses claires et dans les temps. Quelquefois, on attendait des jours, voire des semaines avant d'avoir des nouvelles, donc c'était très frustrant, surtout pour une activité professionnelle. Et le troisième élément, c'est la tarification. C'était non seulement assez cher, on payait donc un prix relativement élevé, mais surtout incompréhensible. On ne comprenait jamais pourquoi on avait payé 30, 50 ou 72 euros. Il y avait des lignes sur notre relevé qu'on ne comprenait pas bien, etc., etc. Et donc, on a pris exactement le contre-pied de ces trois éléments. Et avec Conto, ce qu'on offre, c'est un produit très fluide. Par exemple, on ouvre un compte 100% en ligne en 10 minutes, de son canapé, de son bureau, du métro si on est dans le métro avec son smartphone. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a un support client qui est exceptionnel, qui répond très vite, très bien et de manière très sympathique, 7 jours sur 7, en 5 langues. Donc évidemment, ça change la vie. Et puis le troisième élément, c'est sur la tarification. On a des tarifs qui sont moins chers que des banques traditionnelles, mais surtout qui sont très clairs, très fair, il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de commission de mouvement. On aime, on est content et on paye tous les mois. On a différents forfaits selon la taille des entreprises, etc. Si on n'est pas content, en 3 clics, on peut fermer son compte et malheureusement, bah, on va ailleurs. Mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'entourloupe, si je puis dire, il n'y a pas de frais cachés et c'est quelque chose qui plaît vraiment beaucoup. Juste pour revenir, alors on a bien compris, hein, vous avez bien écrit en tout cas votre offre, et je pense que les gens qui regardent la vidéo ont bien compris. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment dans votre tête? Parce que on comprend bien que vous identifiez une problématique à ce moment-là quand vous êtes des entrepreneurs par rapport à votre première structure. Mais de là à se dire, OK, on va arriver sur un secteur ultra concurrentiel, un secteur où il y a quand même des mastodontes qui sont déjà implantés. On va arriver en plus plutôt sur du B2B et nous, en fait, notre proposition de valeur, elle va faire que, on va prendre des parts de marché, puis on va venir concurrencer, challenger finalement toutes ces grosses banques qui ont pignon sur rue. Comment on en arrive là et comment on peut avoir cette ambition-là en fait? Alors, je pense il y a 2 parties dans la question, mais la première partie, en fait, quand on regarde bien le marché tel qu'il était il y a 3-4 ans, donc au moment où on a créé Conto et où on a commencé à se lancer, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait les banques 1.0, que j'appelle 1.0, donc les banques traditionnelles avec des réseaux d'agences qu'on connaît tous bien. Il y avait les banques 2.0, donc les banques en ligne, qui sont apparues il y a 10-15 ans. Et ces banques en ligne, en fait, elles étaient spécialisées ou focalisées sur les particuliers. Donc les Boursorama, Hello Bank, Before Bank, Fortuneo, ING, enfin voilà, je donnais quelques noms, il y en a peut-être d'autres, en tout cas pour le marché français. Mais toutes ces entreprises, elles étaient focalisées sur les particuliers. Et nous, on s'est dit, c'est bizarre qu'il n'y ait personne qui s'occupe ou s'intéresse aux PME, aux TPE, aux PME. Et puis en plus, il y a eu ensuite les banques 3.0, les challenger banks ou les néobanques, il y a différents termes. Et donc ça, c'est par exemple Revolut, N26, il y en a d'autres. Compte Nickel, d'une certaine manière, a été une des premières néobanques aussi. Et ça, pareil, ils ont été focalisés sur le B2C. Et donc, en fait, le B2B ou les TPE-PME, elles n'ont ni eu de banque 2.0 et elles n'avaient pas de banque 3.0 avant que Conto arrive. Et donc, en fait, c'est vraiment ce manque qu'on a vécu nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, et on s'est dit, en fait, c'est bizarre, personne ne s'intéresse aux PME. Et donc, il y a les particuliers pour lesquels il y a des nouvelles offres, il y a les grandes entreprises qui ont les moyens de développer des choses en interne ou d'avoir des banques traditionnelles qui leur développent des solutions customisées ou sur mesure, parce que justement, c'est des grandes entreprises, qu'elles ont des très gros moyens, des très gros budgets, etc. Mais les TPE-PME, dont on dit tout le temps qu'elles sont très importantes, et c'est vrai, pour l'économie, pour la société, elles réalisent à peu près 50%, enfin, elles procurent à peu près 50% des emplois en Europe, etc. Bah, malheureusement, ces TPE-PME, personne n'a essayé de les aider dans leur quotidien bancaire et financier. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on s'est lancé. C'est justement parce que, en fait, le marché, paradoxalement, sur ce segment-là, il n'était pas du tout, très fourni. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. En revanche, il y avait effectivement des banques traditionnelles, et il y en a toujours, qui sont sur ce segment. Mais ce qu'on voit bien, c'est que leur offre, elle n'était pas adaptée aux TPE-PME. Et notamment, si je regarde un point,
la satisfaction client, et avec un indicateur qui est le NPS, le Net Promoter Score. Quand on s'est lancé, donc il y a 4 ans, le Net Promoter Score, qui donc est un indice qui utilise les réponses à la question suivante sur une échelle de 1 à 10. À combien recommanderiez-vous le service suivant autour de vous? Donc le service suivant, ça peut être Conto ou une banque traditionnelle. Et les banques traditionnelles, elles avaient en moyenne un score négatif. Ça veut dire qu'en moyenne, les gens, ils étaient plutôt détracteurs de leur banque traditionnelle. Par comparaison, nous, aujourd'hui, on a un NPS de 73, le maximum étant 100, mais 73, c'est déjà un score très, très positif. Et donc, ça veut dire que, bah voilà, on voit bien l'écart qui nous sépare des banques traditionnelles. Nous, en moyenne, les clients, ils sont très contents et très promoteurs. Et ils sont d'autant plus contents qu'ils viennent en général des banques traditionnelles où ils étaient pas contents, quoi. Mais moi, ma question, Alexandre, elle portait plus sur cette côté un peu d'ambition, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire ou identifier des problématiques qui peuvent y avoir sur plein de secteurs et qui peuvent se dire, c'est pas la peine que je me lance parce que finalement, moi, avec mes petits moyens ou avec mon idée, ça va pas suffire. Moi, après avoir monté enfin là c'est la deuxième entreprise ou 2 et demi, parce que j'avais monté une première entreprise où j'étais cofondateur, mais c'était un setup un peu différent. Je pense que quand on est entrepreneur, on donne de toute manière tout ce qu'on a en termes d'énergie, de temps, de créativité, etc. Et donc, autant prendre un gros sujet et un gros marché, parce que si ça marche, bah, ça peut être un très gros succès. Si c'est un petit marché, comme de toute manière, on aura donné autant de temps, d'énergie et de volonté, bah, c'est un peu dommage, parce que autant s'attaquer à un gros sujet. Donc, je pense que c'est le choix qu'on a fait avec Conto. On s'est dit, on a bien aimé travailler ensemble avec Steve sur notre première entreprise. On a envie de retravailler ensemble. On est confiant qu'on est prêt à travailler 5, 10, 15, 20 ans. Enfin, on n'avait pas trop de nombre d'années en tête, mais en tout cas, sur le long terme ensemble, on n'a pas envie de faire un coup, entre guillemets. Et donc, quitte à être prêt à s'investir à long terme, autant choisir un sujet dur, un sujet compliqué, parce que ça veut dire que si on arrive à craquer un sujet compliqué, on va probablement faire quelque chose de grand et beau, si je puis dire. Et puis aussi, comme on s'attaque à un sujet compliqué, ça veut probablement dire qu'il y aura un peu moins de part de chance, si je puis dire, et c'est pas vraiment un sujet sur lequel quelqu'un qui a peut-être un gros coup de bol va pouvoir rapidement faire quelque chose de beaucoup mieux que nous. En revanche, si nous on est bien organisé, bien structuré et qu'on est sérieux, on pourra sûrement faire quelque chose de bien. Et donc c'est un peu ce choix rationnel qu'on a fait, mais de se dire, voilà, prenons un gros sujet, un sujet compliqué, un sujet sérieux dans un gros marché dans lequel on est prêt à s'investir pendant longtemps. Et voilà, et donc c'est pour ça que ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on est sur ce sujet, et on est encore là pour de nombreuses années. Alexandre, on est à peu près à la moitié de cette interview. Je vais vous demander, si vous voulez bien, pardon, de me donner un chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 1. Très bien. Quel entrepreneur vous fait rêver et pourquoi? La question n'est pas simple. Non, mais j'allais dire, franchement, c'est un peu tarte à la crème, mais je le dis quand même. Je pense que Bill Gates, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'il a réussi, évidemment avec toute l'histoire de Microsoft, qui est quand même encore aujourd'hui une entreprise technologique extrêmement innovante, extrêmement présente dans la vie quotidienne. On parle souvent des GAFA, mais il y a aussi l'acronyme GAFAM avec le M à la fin pour Microsoft qu'on utilise aussi de temps en temps. Et voilà, c'est encore une entreprise très très puissante et présente dans le monde entier. Et évidemment, la deuxième partie de sa vie qu'il a maintenant entamée depuis quelques années est tout aussi incroyable, voire plus, avec alors il y a évidemment des débats de savoir voilà, est-ce qu'il utilise son argent au mieux, etc., etc. Mais globalement, je trouve que c'est quand même incroyable de mettre autant d'énergie, d'intelligence et de volonté pour maintenant essayer de sauver le monde et de résoudre des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage Inside Bill's Brain, donc à l'intérieur du cerveau de Bill, sur Netflix, où justement on parle de la vie de Bill Gates, et il dit à un moment cette phrase qui est pour moi, j'adore les problèmes et je peux pas m'empêcher, j'ai l'impression que la technologie c'est un marteau,
pour aller enfoncer des clous qui sont des problèmes. Et donc là, sur notamment donc les maladies dans le monde, enfin, il y a pas mal d'éléments, y compris d'ailleurs les épidémies comme le coronavirus. Il a l'impression que la technologie peut résoudre tous ces problèmes-là, ou en tout cas aider à résoudre beaucoup de problèmes. Et je trouve que mettre son talent d'entrepreneur, son énergie et évidemment sa fortune colossale au service de tout ça, je trouve que c'est assez génial. Voilà, sans donner de leçons à personne, c'est quand même un des éléments qui fait rêver, je trouve, dans l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est que on gagne beaucoup plus d'argent aux États-Unis, on fait des fortunes colossales, etc. Mais il y a aussi des choses qu'on voit nulle part ailleurs sur ces éléments-là, quoi. On n'a pas tellement conscience, par exemple en Europe, de gens qui ont donné voilà, ou Warren Buffett qui l'a rejoint ensuite, enfin voilà, qui donnent autant de leur argent, de leur temps et de leur énergie pour des causes de gens là. Et je trouve que c'est assez incroyable de voir voilà, de voir ce qu'un homme seul entre guillemets. Alors encore une fois, il a une équipe, beaucoup d'argent, etc., mais arrive à déplacer, que ce soit pour créer une entreprise ou pour résoudre des problèmes, on va dire sociétaux dans le monde, quoi. On va revenir sur vous, Alexandre, et sur Conto pour cette deuxième partie. J'ai dit en début d'interview, en début d'année, en janvier, vous avez levé un peu plus de 100 millions d'euros, une levée de fonds, on va dire, colossale. On a bien compris que cette levée de fonds vous permet aussi d'accélérer. Vous avez parlé de l'international, vous parlez des recrutements. Il y a certainement d'autres choses. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez nous dire s'il y a d'autres projets qui sont en cours dans les prochains mois pour Conto et comment cet argent sera utilisé naturellement. J'aimerais aussi, si vous voulez bien, dans un second temps, que vous nous parliez un peu de ce moment-là, qui doit être un moment quand même qui doit être compliqué, cette levée de fonds qui est nécessaire et qui doit être aussi génératrice de stress. Oui, alors je réponds vite. Première partie de la question, effectivement, on a levé 104 millions d'euros au début d'année. On avait déjà levé 32 millions d'euros avant, donc on a levé au total 136 millions d'euros. Et cette nouvelle levée de fonds, elle est, la raison pour laquelle on lève ces fonds, il y en a trois, hein. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore rentable et donc on a besoin d'argent pour nous développer. Et les raisons pour lesquelles on a besoin d'argent, il y en a trois. La première, c'est qu'on continue à recruter beaucoup, comme on le disait au début de notre échange, pour construire le meilleur service, tant sur la partie tech, produit, design. Donc, on recrute beaucoup de ces profils-là, mais aussi des profils business, entre guillemets, donc opération, support, etc., pour continuer à développer notre service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait évidemment pas mal d'investissements en marketing pour se faire connaître et pour acquérir des nouveaux clients. De marketing en ligne, donc avec différents canaux de publicité, ou maintenant, depuis quelques temps aussi offline. On fait depuis quelques semaines de la publicité, par exemple, à la radio en France. Donc, c'est aussi évidemment quelque chose qui demande des investissements et donc des montants relativement importants. Et puis, le troisième élément, c'est que on doit avoir pour garantir la stabilité, la fiabilité de notre service et être en accord avec les obligations réglementaires qui sont les nôtres, puisqu'on est un établissement de paiement qui est réglementé par l'ACPR, donc rattaché à la Banque de France. On doit avoir des montants minimums de fonds propres qui garantissent que notre service est sûr, qu'il y a la continuité de service, etc. Et donc, c'est aussi la troisième raison pour laquelle on a levé ces fonds. Et puis, pour revenir à la deuxième partie de votre question, effectivement, les levées de fonds, c'est toujours un moment assez spécial dans la vie d'une entreprise et du coup, encore peut-être a fortiori dans la vie d'un fondateur ou d'un cofondateur comme je le suis. Parce que c'est à la fois un moment très important pour l'entreprise. Si on n'arrive pas à lever de fonds, potentiellement l'entreprise va dans le mur, si je caricature, enfin en tout cas si je tire le trait. Et puis c'est quelque chose sur lequel les fondateurs sont évidemment très fortement en première ligne.
on lève des fonds, mais globalement, c'est beaucoup mon associé et moi-même et puis en plus, j'étais un peu plus en lead sur ces sujets qui sommes, bah, voilà, à, aller, pitcher la boîte à des investisseurs, à des nouveaux investisseurs et cetera et donc si ça se passe bien, c'est génial. Si ça se passe pas bien, bah, on est quand même, très responsable. En tout cas, je me sentirais très responsable si une levée de fonds se passait pas bien. Et donc effectivement, c'est assez stressant. Je pense que l'avantage d'être, plusieurs fondateurs, donc en l'occurrence nous, 2 avec Steve, c'est qu'il y en a un qui peut passer un peu plus de temps justement sur ces aspects levée de fonds, l'autre rester vraiment, quasiment, 100 focalisé sur, les opérations, le business et continuer pardon à faire tourner et à faire grandir, l'entreprise. Parce qu'un process de levée de fonds, ça prend quelques mois. Alors nous, ça a été relativement efficace et rapide. Notre série C, ça s'est fait en 3-4 mois. Mais 3-4 mois, ça veut quand même dire que moi, j'y ai passé, je ne sais plus exactement, mais je dirais peut-être, un tiers ou la moitié de mon temps, pendant 3-4 mois. Donc heureusement que, pendant ces 3-4 mois, la boîte ne s'arrête pas et qu'on continue à grandir, à acquérir des clients, à avoir des clients qui sont très satisfaits et cetera. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile de faire ça effectivement si on est, au moins, on va dire 2 associés. Et donc c'était une période assez stressante, mais c'était la 4e levée de fonds. Donc on commence un petit peu à être rodé à l'exercice, même si chaque levée de fonds est d'une certaine manière plus ambitieuse en termes de montant, en termes d'interlocuteurs, en termes de valorisation, en termes d'enjeux. Mais je pense qu'on apprend aussi beaucoup d'une levée de fonds à l'autre sur la manière de bien gérer une levée de fonds et qui est beaucoup de process, donc d'être bien préparé, d'avoir les bonnes informations, les bonnes données, les bons chiffres, d'avoir tout ça bien au clair. Quand un investisseur intéressé pose des questions, de bien pouvoir répondre rapidement, et cetera. Donc évidemment, j'ai pas fait tout ça tout seul, hein. On avait une équipe qui nous a vraiment beaucoup aidé, Steve et moi, pour faire tout ça. Mais voilà, mais évidemment, c'est une période assez stressante. Il se trouve qu'on a annoncé cette levée en janvier 2020, mais on a signé le 24 décembre à 15h30. Donc j'étais assez content juste avant Noël de pouvoir signer. Mais voilà, jusqu'à ce que ce soit signé, par définition, on n'est pas sûr qu'on va signer, quoi. Sur cette question aussi de la levée de fonds, il y a un point que vous n'avez pas abordé, mais qui parfois est un frein pour de nombreux entrepreneurs, qui est la dilution. Parce que beaucoup de personnes se disent, bon, finalement, je vais quand même pas mal diluer mon capital pour faire rentrer des investisseurs dans mon entreprise, hein, ce qui est normal. Vous, comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que c'était une question ou pas, en fait? C'est une question très importante et heureusement que tous les entrepreneurs se la posent parce que, ils mettent toute leur énergie, quelquefois aussi de leur argent. C'est ce qu'on a fait avec Steve. Quand on a lancé Conto, on a réinvesti, ce qu'on a gagné avec, la cession de notre précédente entreprise. Donc, au-delà de notre temps et de notre investissement émotionnel, il y avait aussi de l'argent qu'on avait mis, de notre poche dès le début. Et donc, ça c'est évidemment, très, voilà, très, 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 très important. Mais je pense que ce qu'on dit souvent et c'est vrai, il vaut mieux avoir, 10 ou 20 ou 30 d'une boîte qui a un énorme succès que 100 d'une boîte qui est restée, plus petite. Moi, je pense que lever des fonds, ça a vraiment, 2 avantages, différents mais énormes. Le premier, c'est que par définition, on a plus de moyens pour recruter, se développer et cetera et que la vitesse est un élément clé du développement, un peu comme enfin pour prendre une métaphore, mais un peu comme un avion. Un avion, il arrive à planer parce qu'il va vite. S'il va pas assez vite, en fait, il plane pas, il décolle pas. Et donc il y a c'est vraiment un élément assez clé je pense du décollage, si je puis dire, d'une entreprise, c'est que la vitesse fait partie du succès. C'est difficile d'avoir et donc cette vitesse, elle est possible surtout en ayant, des moyens d'avoir, voilà, de se payer des outils, des bureaux, une équipe et cetera, en tout cas dans certains types de business. Et puis le deuxième élément, c'est que je pense qu'en tout cas, nous, ça a vraiment fonctionné comme ça, avec Steve. Le fait de lever des fonds, c'est quand même une validation aussi extérieure qu'on croit au projet, il y a un vrai truc qui commence et cetera.
quand on est à 50-50 avec son associé, heu et que bon, c'est toujours, son «projet» entre guillemets à soi, bon, il y a un peu moins du côté: «Ah, maintenant ça démarre pour de vrai», quoi. En tout cas, c'est plus facile d'être dans cet état d'esprit de: «Ah ouais, maintenant c'est sérieux». Il y a, des investisseurs qui ont investi et puis d'ailleurs, nous, il se trouve qu'il y avait des investisseurs professionnels, mais aussi des business angels comme on dit, qui ont investi. Donc il y avait aussi ce côté, même personnel où voilà, il y a des gens qui ont investi personnellement dans l'entreprise, qui nous font confiance. Il faut entre guillemets «pas les décevoir» et aussi faire bon usage de leur argent et donc voilà, tout cet aspect psychologique de vraiment maintenant ça commence, je pense que ça joue aussi, beaucoup. Et il y a un point que je voulais aborder avec vous toujours, sur ce point-là, c'est aussi, on va dire les profils qui rentrent au capital puisque, si je dis pas de bêtises, parmi les fonds qui sont rentrés, il y en a un qui a été créé par le fondateur de PayPal. Entre autres, vous avez parlé de business angel et ainsi de suite, mais c'est des personnes qui ont une expérience aussi, sur des secteurs d'activité qui peuvent aussi potentiellement vous apporter cette expérience dans votre développement. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas parlé de ça, mais c'est un point, c'est tout à fait vrai. Valar Ventures, qui est un de nos premiers investisseurs, est effectivement un fonds américain qui a été lancé par Peter Thiel, donc le fondateur ou le cofondateur de PayPal. Et ce fonds, Valar, est spécialiste de fintech dans le monde entier. Et donc, avoir à notre capital ce fonds et avoir à notre board, à notre conseil d'administration, les partenaires de ce fonds, évidemment, c'est très utile et très intéressant pour avoir, des conseils, des idées sur les grands éléments à avoir en tête quand on veut, monter une fintech qui se développe bien et qui devient, un gros succès. Ils ont par exemple, Valar, ils ont investi dans une boîte qui s'appelle TransferWise, qui est un gros succès, fintech européen, une entreprise qui est valorisée plusieurs milliards d'euros aujourd'hui. Et évidemment, quand on a commencé l'histoire Conto, avoir des gens qui avaient vécu et qui avaient accompagné ce genre de croissance, et d'avoir en tête les quelques éléments à pas louper pour, idéalement arriver à faire ça un jour, c'est évidemment un point très intéressant et aussi très, comment dire? Ça ça fait sauter les barrières ou les verrous, psychologiques et en fait, on se dit: «Bah, voilà, ils ont déjà investi dans une boîte il y a 5 ans qui est partie de rien et qui est devenue un énorme succès et du coup, pourquoi pas nous?» Voilà et on se dit: «Bon, bah, en fait, il y en a d'autres qui sont passés par là, qui ont commencé avec rien, qui» et voilà et du coup, je trouve que ça donne d'une certaine manière confiance en soi alors que si et donc ça permet de valider que ce qu'on est en train de faire, va dans le bon sens et avance bien, quoi. Alexandre, l'interview touche à sa fin. On a été un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Pour terminer cette interview, j'aimerais vous poser une dernière question, on va dire un peu plus personnelle. Si vous n'aviez pas été, pardon, entrepreneur, si tant est qu'entrepreneur soit un métier, quel autre métier vous auriez voulu faire? Hem, J'aurais bien aimé être architecte. Mmh. J'ai voilà. J'ai toujours rêvé d'être architecte, donc malheureusement, je pense que c'est un peu trop tard, mais voilà, je peut-être que dans une autre vie, j'aurais pu être architecte. Finalement, entrepreneur, c'est aussi construire, hein, c'est construire une société, c'est bâtir quelque chose. Exactement, on peut le voir comme ça. Écoutez, merci encore, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de Conto. Je rappelle pour les gens qui regardent cette vidéo que donc il va y avoir toute une série d'interviews vidéo qui vont être faites pendant tout le confinement. On pourra aller à la rencontre d'entrepreneurs qui nous parleront donc de leur entreprise, de leur projet, de ce qu'ils vivent à l'heure actuelle, de leur développement, de leurs succès, de leurs échecs aussi. Et donc le but c'est vraiment d'inspirer au maximum tous les entrepreneurs et ceux qui veulent créer leur entreprise dans le futur. Et ben écoutez, moi je vous dis encore un grand merci et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci bien, au revoir, à bientôt.